Voilà, on va enchaîner tout de suite avec Marine Roussillon pour le Parti communiste. Marine Roussillon est maîtresse de conférences à l'université d'Arras et responsable du secteur éducation du PCF. C'est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci de mettre enfin l'éducation au cœur de cette campagne électorale. Pour Fabien Roussel et pour nous au Parti communiste, c'est en effet un sujet central. Tout simplement parce que nous sommes convaincus que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir la jeunesse la mieux formée et que pour ça, nous avons besoin d'un service public d'éducation nationale renforcé. Parce que les savoirs jouent un rôle de plus en plus important dans la société, dans le travail, dans la citoyenneté. Il suffit de penser au débat de cette campagne autour du nucléaire, de la réindustrialisation ou au débat récent sur le vaccin. On a besoin que les citoyens de demain soient mieux armés. Les savoirs sont des pouvoirs, et comme nous sommes communistes, nous voulons les partager. Or, la crise sanitaire que nous venons de traverser nous a montré que quand on délègue les missions de l'école, les missions de l'éducation nationale aux familles ou aux collectivités locales, on voit exploser les inégalités et on voit monter aussi les tensions entre les différents acteurs de l'éducation, entre enseignants et parents notamment. Donc pour nous, tout ce qui est nécessaire à la réussite scolaire doit se faire en classe. Et pour ça, on a besoin d'un service public fort, ambitieux et surtout commun. Et pour le construire, on peut s'appuyer sur la très grande force de notre service public, puisqu'on l'a vu malgré des années de destruction, de pénurie de moyens, de maltraitance des personnels. Dans la crise, le service public de l'éducation nationale, il a tenu bon. Et il a tenu bon grâce aux enseignantes et aux enseignants, grâce au personnel, qui, quasiment seuls, l'ont fait fonctionner à bout de bras. Donc on a une force formidable sur laquelle on peut compter pour construire l'école dont on a besoin. Ce projet, il s'oppose radicalement à ce qui a été fait pendant cette crise sanitaire par le gouvernement en place, par Blanquer et avec lui par Macron, c'est-à-dire profiter de la crise pour essayer de réduire le service public national à un service minimum, à une école pour ceux qui n'auraient pas d'autre choix, en essayant de pousser toutes les familles qui ont le choix vers le privé. Nous, on est convaincus au contraire qu'on a besoin d'une école commune aux enfants de toutes les classes sociales. On en a besoin pour faire société, pour pouvoir avoir un débat démocratique ensemble, et puis on en a besoin pour le projet communiste, puisque si on veut donner le pouvoir aux travailleurs dans les entreprises, si on veut que la démocratie soit réelle, que les citoyens puissent s'emparer des décisions de l'avenir du pays, ça implique qu'ils maîtrisent des savoirs de haut niveau et que tous les maîtrisent. Alors comment faire pour renforcer ce service public national, pour le rendre capable d'assumer cette ambition d'égalité, d'émancipation pour toutes et tous? On a repéré 3 leviers, la question du temps scolaire, la question des contenus et la question des pratiques. Alors, je commencerai par le temps scolaire, parce que c'est ce que Fabien Roussel a peut-être mis le plus en avant dans sa campagne. Notre idée, c'est que si on veut apprendre des savoirs plus complexes à plus d'enfants, c'est du bon sens, il faut plus de temps. Or, depuis des années, il y a des gens, à droite et pas seulement à droite, qui crient à la baisse du niveau. Il y a des gens à gauche qui s'étonnent de l'augmentation des inégalités. Et pourtant, de la droite au Parti socialiste, on a réduit le temps de classe. Il y a eu la réforme d'Arcos de 2008 pour le primaire, qui a fait baisser la semaine de classe de 27 à 24 heures. Puis il y a eu la réforme Najat Vallaud-Belkacem du collège, avec moins de temps pour l'enseignement disciplinaire au collège, moins de temps pour les enseignements communs et une semaine à 26 heures. Et puis il y a eu la réforme du lycée, avec les maths, les sciences économiques et sociales, l'enseignement technologique qui a perdu énormément d'heures. Et là aussi avec beaucoup moins de communs, puisqu'on a fait exploser le groupe classe. Donc moins de temps, et en plus moins de temps, surtout pour ceux qui en auraient le plus besoin. Puisque c'est moins de temps pour ceux qui ne prennent pas d'options, pour ceux qui ne voient pas forcément clair dans l'offre de formation proposée par les établissements, pour ceux qui ne choisissent pas l'établissement qui va offrir le plus d'options. Donc nous proposons de revenir sur toutes ces réformes, en passant la semaine à 27 heures à l'école primaire, et à 32 heures en moyenne au collège, pour aller vers une semaine de lycée de 32 à 36 heures. Au lycée, nous voulons surtout revenir sur la réforme du lycée pour reconstituer le groupe classe, avoir plus d'enseignements communs, plus de temps pour des effectifs réduits et reconstruire un bac national garantissant le droit à une formation choisie dans le supérieur. Nous voulons aussi donner plus de temps aux formations des lycéens de la voie professionnelle
en rendant possible à nouveau le passage du bac pro en 4 ans, non pas en réformant à nouveau le bac pro, mais simplement en ouvrant des CAP pour toutes les filières du bac pro. Alors bien sûr, ce plus de temps, il faut que ce soit un temps de qualité. Ça implique une réduction des effectifs, ça implique de travailler sur les locaux et les équipements. Deuxième levier que nous avons repéré, le levier des contenus. Ce temps, il ne s'agit pas d'en faire encore du temps où on court pour rattraper les programmes, pour évaluer sans cesse. Il s'agit de donner du temps pour souffler, pour varier les activités, pour donner du sens aux apprentissages. Pour ça, il faut changer la relation au programme. Aujourd'hui, trop d'enseignants sont obligés de choisir entre enseigner tout le programme, mais seulement à un petit nombre d'élèves qui peuvent suivre, ou enseigner à tous les élèves en sacrifiant une partie du programme. Cette injonction, elle est source, je crois, d'importantes souffrances au travail, parce que ce sont des choix. On n'a pas choisi de faire ce métier pour faire ce choix-là. On a choisi de faire ce métier pour pouvoir enseigner à tout le monde des contenus de haut niveau. Donc on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus de liberté dans les programmes. Je pense au programme d'histoire géo, par exemple, tel qu'il est construit aujourd'hui, qui est surchargé. Il faut permettre aux enseignants de choisir leurs objets. Et puis on a besoin de pouvoir faire évoluer les programmes au fil des retours du terrain. Donc pas un changement de programme à chaque fois qu'il y a un changement de ministre, ce qui est un travail impossible pour les professionnels, mais un conseil démocratique des programmes qui travaille avec les enseignants, qui prennent en compte les retours du terrain et qui fassent évoluer les programmes au fil du temps de manière progressive en fonction de ces retours et de l'objectif d'égalité et de haut niveau. Ces contenus, on veut aussi les rééquilibrer, puisque au Parti communiste, on le disait déjà avec le plan Langevin-Wallon, on pense que la mission de l'école, c'est de former l'homme, le travailleur et le citoyen, et c'est pas séparé, c'est-à-dire l'homme en tant qu'il est travailleur, le travailleur en tant qu'il est citoyen dans son entreprise. Et pour ça, on pense que la culture scolaire doit contenir aussi plus de culture technologique, plus d'enseignement artistique, plus d'enseignement physique et sportif, pour avoir plusieurs manières d'entrer dans les apprentissages et dans la réflexion sur les pratiques. Bref, on veut qu'il y ait de la philo et de la techno pour tout le monde, dans la scolarité obligatoire, et pas la techno comme voie de garage à la fin, et la philo pour ceux qui auront réussi dans les autres disciplines. Tout ça, ça nécessite des enseignants formés et en maîtrise de leur discipline. Et donc c'est mon troisième levier, les pratiques. Comment on donne aux enseignants la maîtrise de leurs pratiques, la maîtrise de leur métier. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de dicter des bonnes pratiques, d'abord parce qu'on fait confiance aux enseignants pour faire réussir les élèves, on pense que s'ils font ce métier, c'est pour le faire, mais aussi parce qu'on pense qu'il n'y a pas de bonne pratique, qu'une bonne pratique, c'est la pratique qui fonctionne avec un enseignant dans une classe à un moment donné, et que ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Pour ça, on veut relancer la formation initiale et continue, à la fois professionnelle et disciplinaire, et donner du temps aux enseignants dans leur service pour faire évoluer leurs pratiques. Ça implique aussi d'augmenter les salaires. Je pense que tout le monde en a parlé. Il faut revaloriser les salaires. On propose le rattrapage le dégel du point d'indice et le rattrapage pour l'ensemble de la fonction publique, ce qui équivaut à une augmentation de 30% des salaires. Et il faut le dire, augmenter les salaires, c'est libérer du temps. C'est permettre aux enseignants de ne pas recourir aux heures sup, en tout cas pas massivement, et libérer du temps pour se former, pour réfléchir, pour faire autre chose. Et puis, il faut réinsérer les enseignants dans des équipes pluriprofessionnelles pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier, qui est celui d'enseigner, et que d'autres autour d'eux puissent s'occuper de l'orientation, de la santé des élèves, qu'il y ait des assistantes sociales, des CPE, des AESH, des AED, etc. Je finis par la question des moyens, puisque je ne l'ai pas abordé dans mes leviers. Je ne l'ai pas abordé parce que souvent la gauche pense qu'on résout tous les problèmes en mettant des moyens. Je pense qu'on a besoin de moyens aujourd'hui dans l'éducation nationale, mais on en a besoin au service d'un projet. Alors ces moyens, je parlais d'augmentation de salaire. Si on veut augmenter le temps scolaire et qu'on ne veut pas augmenter le temps de travail des enseignants, vous l'avez compris, c'est notre position, il faut aussi recruter massivement. On parle de recruter 90 000 enseignants tout de suite. La question, c'est comment ? Aujourd'hui, tout le monde parle de recruter, mais on fait face à une crise de recrutement importante, une crise du métier, et il va falloir les trouver, ces 90 000 enseignants. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un dispositif de pré-recrutement dès le niveau Bac+2 ou Bac+3, qui permettrait à la fois de démocratiser l'accès à la profession et de reconstituer un vivier. Un pré-recrutement sous statut de la fonction publique, avec un salaire, qui permettrait une entrée sereine dans le métier et l'acquisition progressive d'une culture professionnelle. Cette question des recrutements, elle s'accompagne de la création de nouveaux métiers de l'éducation nationale.
les AESH doivent être titularisés, faire partie de la fonction publique, les AED aussi. Et là aussi, on propose 90 000 autres recrutements rapides dans toutes les professions qui participent de l'éducation des enfants et du fonctionnement de l'éducation nationale. Ça s'accompagne d'un plan national pour les locaux et les équipements, d'un fonds national pour garantir la gratuité de tout ce qui est nécessaire à la réussite scolaire. Et tout ça, on l'a chiffré à 80 milliards supplémentaires pour l'école par an. Ça peut sembler énorme. Il faut se rappeler que l'évasion fiscale, c'est 120 milliards par an, donc on a de la marge. Alors pour conclure, aujourd'hui, on est face à un défi. On a des politiques libérales de droite qui se sont enchaînées et qui promettent de saccager encore plus l'éducation nationale. Pour nous, notre responsabilité, c'est de reconstruire maintenant une gauche de progrès, une gauche capable de rassembler une majorité sur une politique de rupture, une politique de développement des services publics. Et la question qui nous est posée, c'est sur quelle base voulons-nous construire cette gauche capable de rassembler ? Je crois que le projet pour l'éducation doit être central dans cette reconstruction, un projet pour une école commune dans laquelle les enfants apprennent ensemble et acquièrent une culture commune de très haut niveau. Merci pour cette présentation. Alors, quelques questions qui vont d'abord tourner autour de la question du temps scolaire, du temps pour les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale, parce qu'on a vu que c'est une question qui fait beaucoup parler. Là, il y a quelques chiffres qui sont annoncés. Alors, si je prends d'abord le temps des élèves, 32 heures en collège, est-ce qu'il y a un chiffre pour le lycée aussi, ou c'est quelque chose qui reste à définir selon vous ? Et c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait voir, c'est concrètement que mettons derrière ces 32 heures au collège. Il y a vous avez avancé divers éléments sur la nature des enseignements, mais est-ce que ce sont, entre guillemets, uniquement des temps d'enseignement, ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont ajoutés dans ces 32 heures ? Qui assure ces dispositifs ? Parce que, vous le savez, on est très attentif, très vigilant, et on combat même l'irruption d'un certain nombre d'associations, voire d'officines privées dans les collèges et les lycées, qui parfois profitent aussi des opportunités qui sont données par certains gouvernements pour rentrer dans le service public. Et c'est vrai que ça reste quand même un danger pour le service public. Donc finalement, que mettons dans ces 32 heures pour les élèves ? Qui les assure ? Et est-ce qu'il y a cette même réflexion sur le lycée ? Alors, je ne vais pas donner des chiffres par discipline, parce que ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudra construire ensemble. Par contre, là où je veux être très claire, c'est qu'on met de l'enseignement assuré par des enseignants titulaires d'un concours, protégés par un statut de la fonction publique. On est très vigilant face au risque de confusion entre le scolaire et le périscolaire, ou l'extrascolaire. Je parle bien là de temps scolaire, puisque l'idée, c'est un temps d'apprentissage, donc dans lequel les enfants vont acquérir une forme de réflexion émancipatrice sur des pratiques. Le temps périscolaire, on veut le développer aussi. Nous, on propose la construction d'un grand service public du loisir éducatif, qui serait à la fois national et décentralisé. On veut le développer, on veut développer un loisir de qualité, mais on veut en finir avec la concurrence qui a été mise en place entre ces deux temps et ces deux catégories de personnel, avec l'idée qui ne date malheureusement pas de Macron, qu'on pourrait affaiblir l'école et reporter ses missions sur le périscolaire. Ça ne viendrait, moi j'étais prof de français, ça ne viendrait à l'idée de personne de penser qu'aller lire un livre en bibliothèque, c'est la même chose qu'apprendre à lire à l'école ou qu'avoir un cours de français. Pourquoi aujourd'hui on peut penser que faire du sport dans un club, c'est la même chose que faire du sport dans un cours de PS, ou que faire une activité réparation dans un atelier, c'est la même chose que faire de la technologie à l'école. Le rapport est le même, ça n'a rien à voir. L'école, elle a pour mission d'émanciper par le savoir. Ça se passe avec des enseignants formés, et donc ces 32 heures, elles seront assurées par des enseignants formés. Ce qui veut dire aussi qu'on y arrivera progressivement, parce qu'on ne pourra sans doute pas recruter dès la première année tous les enseignants nécessaires pour assurer ces heures. Et je ne sais pas si sur le lycée, il y a la même réflexion ou pas, ou Alors, sur le lycée, aujourd'hui, au lycée, en fait, les lycéens peuvent avoir jusqu'à 36 heures de cours hebdomadaires. Donc, on ne dit pas 32 heures parce qu'on ne veut pas réduire le temps scolaire de ceux qui font 36 heures. Ce qu'on dit, c'est augmenter le temps commun, avec cet objectif des 32 heures, mais qui est à discuter, parce qu'en fait, il faut remettre à plat la réforme du lycée, et ça se fera avec les personnels. Disons qu'on a des grands axes pour remettre à plat cette réforme. Plus de temps en commun, plus de temps en groupe classe, plus de temps en effectif réduit, revenir à la possibilité d'avoir des temps en effectif réduit, et revenir
à un bac national. On ne veut pas forcément revenir sur la possibilité de spécialisation diversifiée comme elles se sont mises en place, parce qu'il y a certaines de ces spécialités qui fonctionnent, mais par contre, voilà, on veut essayer de reconstruire le groupe classe et de revenir à des épreuves nationales pour le bac. Okay, on a effectivement bien entendu sur le baccalauréat cette idée de diplôme national. Sur la question de l'organisation des enseignements en lycée, maintenant qu'on a vu la question du collège, vous avez évoqué des spécialités qui pourraient avoir un certain intérêt. Est-ce que ça veut dire que pour vous, finalement, l'organisation des enseignements en lycée resterait sous la forme de choix à faire dans un menu de spécialités, ou est-ce qu'on aurait quelque chose plus sous forme de filière tel qu'on a pu le connaître ? On n'a pas tranché cette question. C'est en discussion avec, en particulier dans la campagne, avec un certain nombre de syndicats ou d'associations disciplinaires qu'on a rencontrés. Pour l'instant, les échos qu'on a vont plutôt dans le sens d'un fort tronc commun avec des choix d'options ou de spécialités, pas forcément structurés en filière, mais c'est quelque chose qu'on discutera avec les organisations professionnelles. Ok, sur le temps, on parlait là du temps des élèves, forcément le temps des enseignants et de tous les personnels de l'éducation nationale compte beaucoup, en tout cas suscite beaucoup de commentaires. Comment est-ce que vous concevez ce temps de travail des enseignants ? On a évoqué parfois précédemment la question des obligations réglementaires de service. Vous évoquiez à un moment la question du temps de concertation. Est-ce que pour vous, le temps de concertation doit être inclus dans les obligations réglementaires de service ? Est-ce que pour vous, on les laisse à 15h, 18h pour les agréger, les certifier ? Bref, quelle est votre conception en fait, du temps de service et du temps de travail des personnels de l'éducation nationale ? C'est une vaste question. C'est une vaste question, j'en conviens. Je commence par le plus concret. Il doit y avoir un temps de concertation inclus dans le service. Donc on est à l'heure actuelle pour réduire le temps devant élèves et pour, grâce à l'augmentation, à la revalorisation des salaires, limiter si possible le recours aux heures supplémentaires grâce au recrutement et à la revalorisation des salaires. Mais ça renvoie à une conception plus large. Je crois qu'on est passé d'un moment où les enseignants ne comptaient pas leur temps, parce que le salaire, le statut, le respect, le sens du travail faisaient que ça n'était pas nécessaire. Et qu'il y avait un temps devant élèves, mais les enseignants s'investissaient bien au-delà de ce temps devant élèves, et de toute façon, c'est un métier qui envahit toute la vie. Je veux dire, quand on va au cinéma, on se dit, tiens, comment je vais utiliser ça pour mon cours ? Quand on passe nos vacances à préparer, à lire, etc. Même quand on lit un roman, on y pense. Donc c'est un métier qui est assez difficile à compter. Et je pense que quand on commence à compter, on met le doigt dans l'engrenage d'une sorte de multiplication des tâches et pas du tout de réduction du temps de travail. Donc je pense que ce qu'on doit regagner, c'est une conception du métier où on n'a plus besoin de compter. Donc réduire le temps de présence, réduire les tâches annexes à l'enseignement qui envahissent le métier d'enseignant, notamment en recrutant à nouveau, en refondant les CIO, en recrutant des psychologues, en recrutant des personnels d'accompagnement, en recrutant des CPE, etc., des personnels de santé scolaire. Donc, en recréant des équipes pluriprofessionnelles pour que l'enseignant puisse enseigner, en diminuant le temps de travail grâce au temps de concertation, en recréant aussi une formation continue qui permette, qui soit véritablement, disons, articulée au métier. Et voilà, avec cet objectif, je pense, de ne plus avoir besoin de compter. Avant que Marie-Laure peut-être donne un peu la tonalité des commentaires et quelques questions, sur finalement aussi la question de ce qu'on enseigne et de ce qu'on apprend en collège et en lycée. Vous avez évoqué finalement ce qu'on a appris dans cette crise Covid et on se projette aussi sur la construction de l'école de demain. Et finalement, qu'apprend-on dans cette école de demain ? On a tous, en tant qu'enseignants, été frappés par certains discours anti-sciences, en se disant parfois, en voyant ceux qui tenaient ces discours-là, qui étaient parfois très jeunes, en se disant mais ils étaient nos élèves il y a peut-être 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc finalement, qu'est-ce qu'on enseigne selon vous ? Alors je sais que c'est aussi une très vaste question et qu'il nous faudrait bien plus que les 5 minutes qui nous restent ou bien plus que cette soirée pour le faire. Mais en même temps, les contenus d'enseignement, c'est aussi ce qui fait le cœur de notre métier. Donc finalement, comment est-ce que vous envisagez les apprentissages dans l'école de demain ?
Alors déjà, je pense que c'est pas aux politiques de dicter le contenu des apprentissages, pas plus que les pratiques. Hein. On voit en ce moment des tentations autoritaires de venir dire ce qu'il faudrait apprendre ou ce qu'il faudrait pas apprendre. Ça n'est pas aux politiques de le dire. Nous, on fixe un objectif qui est l'émancipation. On peut organiser la formation des enseignants pour qu'elle soit le plus liée possible à la recherche, à la manière dont on fabrique et dont on critique les savoirs aujourd'hui, hein, pour que la formation initiale et continue, pour que les enseignants soient le mieux armés possible pour transmettre les savoirs. On peut aussi mieux l'articuler à la recherche pédagogique, aux expériences de l'éducation nouvelle, voilà, pour donner aux enseignants un maximum d'armes. Et je crois qu'il faut rompre avec tout un mouvement de sortie des disciplines. Voilà. Depuis quelques années, l'école est devenue le lieu d'une série d'éducation à. Alors on éduque à des choses tout à fait, en général tout à fait positives. Hein. On éduque à la citoyenneté, à la sexualité, etc. Mais ce ne sont pas des savoirs. Voilà. Et si, quand l'école sort de cette mission-là, ça contribue, je crois, à dévaloriser l'ensemble des enseignements. Donc nous, on est très attachés à un enseignement disciplinaire, parce que la discipline, c'est le cadre historique de construction des savoirs, donc c'est le cadre dans lequel on peut les critiquer. Donc c'est le cadre dans lequel on peut apprendre à en produire. C'est un cadre émancipateur de transmission, et pas... il ne s'agit pas simplement, disons, d'imposer des valeurs, aussi bonnes soient-elles, à des enfants. Merci. Marie-Laure, sur les commentaires, l'ambiance un peu, les questions. Oui, alors il y a 2 questions sur des catégories de personnel absolument essentielles et pourtant très précarisées que sont les AESH et les AED, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap et les assistants et assistantes d'éducation. Une question de Tiffany. Quelle place donnez-vous aux assistants d'éducation? Comptez-vous améliorer les conditions de travail des AED, en recruter plus, mieux définir les missions, augmenter les salaires? Enfin, je voudrais avoir un petit peu le programme du Parti communiste pour les assistants d'éducation. Et puis, question sensiblement proche de Virginie, à propos des AESH, comment le Parti communiste envisage-t-il le statut des accompagnantes d'élèves en situation de handicap? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de titularisation pour les AESH et pour les AED. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, d'abord, pour les AESH, il est évident aujourd'hui que c'est un métier dont l'éducation nationale a besoin. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils participent au service public national d'éducation. Il est donc absolument incompréhensible qu'ils ne soient pas, je pense, fonctionnaires protégés par un statut. Donc nous, ce qu'on propose, c'est créer un nouveau métier de l'éducation nationale, hein, accompagnant d'élèves en situation de handicap, avec un statut de la fonction publique nationale et une grille de salaire qui correspond. On veut aussi, en même temps, relancer les établissements et les classes spécialisées qui ont été détruites par la politique d'inclusion scolaire, parce qu'on veut ouvrir la possibilité à différents parcours de scolarité pour les enfants en situation de handicap. Donc là aussi, la création de ce nouveau métier, elle va de pair avec le développement de toute une série d'autres métiers, hein, dans le cadre d'équipes pluriprofessionnelles qui permettent la réussite des enfants en situation de handicap dans toute la diversité que ce terme recouvre. Pour ce qui est des AED, on propose différentes choses. D'abord, on propose effectivement, pour ceux qui sont en poste là, une titularisation, un statut et un salaire qui correspondent. Et on propose aussi de recréer le statut de MISE, qui existait il y a un certain nombre d'années, hein, maître d'internat, surveillant d'externat, qui permettait à des étudiants d'assurer des missions assez proches de celles qu'assurent aujourd'hui les AED, mais de les assurer tout en poursuivant leurs études et avec un statut et un salaire bien plus avantageux que ce qu'ont aujourd'hui les AED. Eh bien, merci beaucoup, Marine Rossillon. Merci beaucoup.